J'ai pas la solution, hein, mais ça sonne quand même comme un truc où il y a quelqu'un qui va se faire baiser. Inflation, carburant, l'interview en intégralité de Michel-Édouard Leclerc, PDG du groupe Leclerc. Et BFM TV. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour C'est la rentrée, ça y est, qui commence à s'installer, mais avec une bonne nouvelle. Pour la première fois depuis 3 ans, l'inflation est redescendue sous la barre des 2%. Ah ouais, Je vous ai j'avais même tant pas vu. reçu au moment où les prix Ah oui, montaient. J'espère que cette fois-ci, vous allez vraiment nous montrer que les prix descendent. Michel-Édouard Leclerc, vous êtes bien sûr le Bon, PDG après du toute la comité montée qu'il y a eu exécutif dernièrement. des magasins Leclerc. C'est 140 000 salariés, c'est 660 magasins dans toute la France. Et d'abord, on va parler prix avant de parler carburant, consommation. Est-ce que oui ou non, ça y est, c'est installé, l'inflation derrière nous? Est-ce que les prix vont baisser? Alors, on va tout faire serait temps. pour. Le taux d'inflation descend très vite, là. On est à 1,8% de taux d'inflation. Si vous vous rappelez, les 2 années précédentes, on était monté presque à 20, 21 sur des produits de consommation courante. Le mouvement est significatif. C'est énorme, hein. En vrai, pour les gens qui sont payés au minimum salarial, c'est-à-dire le SMIC, 20%, c'est énorme, hein, parce que le SMIC, il bouge pas en général, hein. Enfin, il bouge pas beaucoup en fait. Il va monter un peu, mais toutes les quelques années ou de temps en temps, mais il monte pas du tout en fonction de l'inflation. Il n'est pas indexé sur l'inflation. Donc quand tu prends 20% d'inflation, ça veut dire que bah, en fait, c'est comme si tu étais payé 20% de moins en fait. C'est quasiment la même chose pour un smicard. Ah, c'est peut-être abusé de dire 20% de moins parce que tout ce que tu dépenses dans ton mois n'a pas subi d'inflation. Là, on parle des produits de première nécessité, on parle des produits de première nécessité qui ont 20% d'inflation. Donc tu te retrouves pas avec 20% de moins de salaire, mais c'est quand même, ça fait une grosse différence sur la paye à la fin du mois pour les gens qui sont, enfin sur le reste à la fin du mois quoi. Pour les gens qui sont au SMIC. Pour les gens qui sont un peu au-dessus, plus tu montes au-dessus, moins c'est problématique parce que en fait tu as une marge qui te permet de voir venir et tout après une fois que plus tu es au-dessus. Mais plus ton salaire est faible, moins tu as de marge et du coup plus tu es impacté par ça. Et donc, plus tu restes pauvre en fait, puisque quand les produits de première nécessité, c'est-à-dire ceux que tu as besoin d'acheter au jour le jour pour survivre, coûtent cher, tu peux rien mettre de côté, tu peux pas investir ton argent pour pouvoir générer plus d'argent, tu peux pas. Enfin, c'est la base quoi. De toute façon, le SMIC, il faudrait qu'il soit indexé sur l'inflation. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais pas forcément perceptible pour les consommateurs qui ont été tapés au portefeuille pendant 3 Mais du coup, c'est 2% par an? ans. Donc, ça ne génère pas C'est ça. encore un rapport de confiance pour libérer la bourse, pour développer la consommation. Il faut qu'on aille vraiment chercher des vraies baisses. La baisse de l'inflation n'est pas la baisse des prix, hein. Au lieu de monter de 5, de 6, de 10, ça Oui, revient. la baisse de l'inflation, ça veut dire que les prix augmentent moins. Mais ils baissent pas. Juste, ils augmentent moins. C'est tout ce que ça veut dire, la baisse de l'inflation. 1,8. Il y a des secteurs de baisse. Par exemple, la rentrée des classes, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Mais il y a beaucoup de produits alimentaires, des produits d'entretien, des produits d'hygiène beauté qui sont beaucoup trop chers. Et donc, comme on va rentrer dans un cycle de renégociation déjà, je peux vous dire que tous mes collègues du groupe Leclerc, on part à l'attaque pour aller chercher des baisses et des baisses significatives que les consommateurs puissent voir. Ils ont vu les hausses de... D'accord, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? On part à l'attaque pour chercher des baisses? Ça veut dire quoi? Qu'ils vont aller écraser des agriculteurs? Qu'ils vont aller à l'attaque contre d'autres grands groupes? Parce que, bon, qui sait que ça va impacter, quoi, de réussir à diminuer les prix? Parce que si c'est pour aller déglinguer les agriculteurs et qu'ils se retrouvent encore avec plus rien pour finir leur mois ou même à perte, à travailler à perte parce que ils ont décidé de faire baisser les prix sans réduire la part qu'eux prennent dans la revente, hein, évidemment. Bon, bah il y a quelqu'un qui est quand même qui prend quand même dans la gueule dans l'histoire quoi. Et généralement les gens qui prennent dans la gueule dans l'histoire, c'est toujours les gens qui n'ont pas de thunes. C'est rarement les gens qui ont vraiment des thunes. pâtes à 40%, il faut qu'ils voient des produits baisser de 12 à 15%. Oui, C'est et évident. encore, je veux dire, c'est vrai qu'on se dit, baisser de 12 à 15%, ça reste quand même beaucoup plus haut qu'il y a 2 ans. Oui. Ça ne redescendra pas au niveau d'il y a 2 ans. Alors vous avez reçu mes collègues Non, mais de de toute la façon, ça distribution, descend. on est tous... Ça ne descend jamais, hein. Genre, je veux bien des exemples de déflation. Je suis pas sûr que ça arrive, hein, des fois, hein. Je suis pas sûr que ça existe, la déflation, en vrai, hein. Déflation. La déflation est l'opposé de l'inflation. À l'inverse de cette dernière, elle se caractérise en effet par une baisse durable et auto-entretenue du niveau général des prix. Déflation en France. En France, les prix des biens de consommation baissent d'environ 25% en 4 ans. Quoi? On observe à l'époque
Un développement du protectionnisme et la... Ok, il parle de 1929. Oui, il parle de la déflation de 1929. Déflation japonaise dans les années 90. Déflation en lien avec la crise de 2008. C'est la bourse, je sais plus comment on appelle la crise financière. Ah, c'est la bulle immobilière, ouais. Ok. Et depuis, je crois qu'il n'y en a pas eu. Hein. Donc, depuis 2008, ça monte. Voilà. Ce phénomène ne doit pas être confondu avec la désinflation, qui est un ralentissement de l'inflation. Voilà, donc là, ce dont ils sont en train de parler, c'est de la désinflation. Juste l'inflation qui ralentit, quoi. Pas du tout de la déflation. Sans mention explicite, il ne s'agit pas de la baisse du prix d'un bien, ou même des prix d'un secteur d'activité, mais du niveau moyen de l'ensemble des prix. On parle néanmoins de déflation sectorielle pour les prix d'un secteur particulier, par exemple informatique, qui a connu au cours des années 90 et 2000 une déflation sectorielle. La déflation est encore aujourd'hui considérée comme un risque à éviter par les banques centrales. Oui, parce que c'est pas intéressant pour eux la déflation. Et pour n'importe qui fait de l'investissement, c'est pas intéressant d'ailleurs. En fait, à partir du moment où tu commences à à faire de l'investissement et tout, l'inflation c'est intéressant. Parce que ça veut dire que tes investissements ils prennent en valeur. Mais quand t'es un pauvre qui n'a aucun patrimoine à ton nom, qui a juste ton compte en banque, là l'inflation c'est destructeur parce que du coup tout ce que tu fais en permanence c'est de perdre de l'argent. Chaque fois que le temps passe et que l'argent reste sur ton compte en banque, tu perds de l'argent. C'est-à-dire quand tu as une inflation à 15 ou 20% et que ton livret, c'est quoi? C'est le livret A qui est à 5%, je crois, je sais plus. Bref, quand tu as 5% du coup de taux d'intérêt par an sur un livret où tu peux placer que 10 000 balles. Bon, moi je prends mon cas par exemple. J'ai un livret où je peux mettre que 10 000 balles max et c'est 5% mon taux d'intérêt dessus. Bon, bah du coup j'ai 5% d'intérêt par an. Sauf que si l'inflation elle est de 15 ou 20%, bah ça veut dire que l'argent qui est sur mon compte en fait, elle a perdu en valeur en fait à rester sur mon compte. Il vaut moins que quand je l'ai mis sur mon compte. Même s'il a pris 5%. Il vaut 10 ou 15% de moins en fait. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut faire des investissements. Mais bon, il faut avoir les moyens de faire de l'investissement. Et avec l'inflation, quand t'es payé au SMIC, faire des investissements, bon, quand t'es seul, ok. Quand t'es seul, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est faisable si tu gères bien ton budget. Quand t'as une famille ou, je sais pas, que t'as 2, 3 enfants, même un enfant, hein, déjà, hein, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué au SMIC, quoi, parce que t'as quelqu'un d'autre à entretenir en plus de toi. D'accord, on est d'ailleurs au sein d'une fédération, on analyse ensemble la fédération du commerce et de Vous la analysez distribution. ensemble, mais vous ne vous mettez pas ensemble pour bloquer les baisses de prix. Non, on se tire des bourres, hein. C'est Nadal Federer qui sera encore en forme, quoi. Ouais. On revoit bien du fond de cours. Je vois. Voilà. Je ne sais pas qui est Nadal et qui est Federer. Entre vous, Auchan, Carrefour, Intermarché, mais bon. Disons que Thierry Cotillard, patron d'Intermarché, monte plus au filet en ce moment avec la reprise de Casino, mais on l'attend au fond de cours pour qu'il baisse ses prix et qu'il fasse une belle opération. Faire baisser vraiment les prix, vous le disiez, on va faire en sorte de faire baisser les prix. Vous nous avez parlé spontanément de l'hygiène. Est-ce que si on s'arrête quand même aux produits de consommation alimentaire, est-ce que ce matin, vous pouvez dire à ceux qui nous écoutent, qui doivent nourrir des familles, qu'il y a des produits sur lesquels vraiment aujourd'hui on peut retourner les mettre dans les caddies alors qu'on y avait renoncé? Alors, la météo était vraiment dégueulasse, et pas qu'en Bretagne, hein, j'insiste, pendant la période des fruits rouges et tout ça. Donc, on ne peut pas dire que les fruits ont été très intéressants. Comment ça? Je viens de capter. Pourquoi pas qu'en Bretagne? On a eu un bel été là, hein. Ça va. Hein. Il n'a pas fait trop chaud, mais il a fait beau. Donc, on verra au printemps prochain. Ça, je ne sais pas être prophète. Sur tous les produits à marque industrielle, à grande marque, marketée, je pense qu'il y a toute une série de marchés de cours internationaux qui ont baissé, donc on va pouvoir aller réclamer des baisses. Le chocolat, le café, enfin le chocolat ou le café, ça impacte pas le revenu des petits agriculteurs français. Donc moi, pas d'état d'âme. Et donc là-dessus, vous êtes prêt à mener une guerre des prix? Oui, et on va... Le chocolat et le café, ça impacte pas le revenu des agriculteurs français, mais ça impacte les revenus de... Bah, ça va... En fait, le truc, c'est que ça a forcément un impact sur quelqu'un. Mais du coup, ça va avoir un impact, s'il l'importe, ça veut dire que ça va avoir un impact sur les producteurs dans les pays étrangers. Et c'est probablement importé de pays où les salaires sont peu élevés. Ouais, moi, j'ai pas la solution, hein, mais ça sonne quand même comme un truc où il y a quelqu'un qui va se faire baiser, quoi. On va la mener en France et avec nos collègues allemands, avec nos collègues hollandais. Aujourd'hui, on est alliés, on a une centrale d'achat européenne. On va pas laisser l'Europe, chocolat et café, ça vient de pays pauvres quand même, que les Français puissent profiter du meilleur de l'Europe. Donc, sans état d'âme, malgré la pression qu'on a sur nous
pour qu'on ne le fasse pas. Et sans que ça ait un impact sur les revenus agricoles, nous allons aller chercher sur les des revenus baisses. agricoles en France, mais Oui, il y a voilà. quand même quelque part un producteur de chocolat qui va Oui, lui voilà. aussi, à un moment, être obligé de serrer ses prix. Mais je m'en bats les couilles, c'est pas des Français. Mais quand vous voyez... Je comprends bien que ça vous fasse moins d'état d'âme parce que c'est plus loin, mais enfin, on peut pas non plus dire que ça va Bon, faire souffrir d'abord, personne. des Procter, des Unilever, on représente Oui, les gros 4% de leur chiffre industriels. d'affaires. Oui. Leclerc tout seul, c'est que 4% de leur chiffre d'affaires mondial. Donc on s'est associé avec les meilleurs des Allemands, les meilleurs des Pays-Bas. On a aussi des clubs d'achat et d'échange d'informations avec des Italiens. Puis on a des Leclerc en Pologne, on a des Leclerc au Portugal. Donc nous, ce qu'on voit, par exemple, vous voyez, c'est que les consommateurs français d'Alsace vont en Allemagne, chez Aldi, chez Lidl, pas en France. Ils vont en Allemagne, chez Aldi, chez Lidl, chez Penny, pour acheter des produits d'hygiène et des produits d'entretien. Mais comment Ça veut c'est dire- possible ça que veut ces dire- produits soient moins chers de l'autre côté Bah, de la parce que frontière les Qu'est-ce qui- Comment c'est fournisseurs possible? ont filé de meilleures conditions d'achat aux distributeurs allemands qu'aux distributeurs français. Ouais. Donc, Pour les mêmes produits. donc, on va européaniser nos achats. Et sans complexe, parce que nous, on veut que l'Europe, elle profite aux consommateurs. Il y a tout un mouvement chez les industriels. Ok, qui mais en plaident- fait, ça reste quand même du coup, c'est eurocentré, quoi. Mais enfin, en fait, s'il y a quelqu'un qui va payer le prix, c'est ce que je dis. Genre, et c'est ce qu'elle a dit aussi. Il y a un petit producteur quelque part, un petit exploitant, genre au Brésil ou un truc dans le genre, qui va payer le prix de ça. Parce que les gros groupes avec qui ils négocient et qui vont accepter de baisser leur prix de vente sur ça, ils vont probablement pas vouloir perdre beaucoup d'argent là-dessus. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont baisser aussi le prix auquel ils l'achètent au mec qui le produit à la base, quoi. Et c'est ce que je disais, au final, c'est pas les mecs qui font vraiment de l'oseille qui vont être baisés. Parce que eux, dans leur bénéfice annuel, ça fait pas une si grosse différence que ça. C'est une goutte d'eau pour eux. Mais pour le mec à qui ils l'achètent, s'ils font baisser les prix de 10 ou 20%, ou peut-être même plus, c'est immense, quoi, à la fin. Pour ce gars-là. Parce que ce gars-là, il peut pas se permettre d'avoir 10 ou 20% de moins. Le gros groupe, il peut se permettre d'avoir 10 ou 20% de moins. Ouais, il peut se le permettre. Ils le feront jamais parce que leurs investisseurs, ils vont péter un câble. Mais théoriquement, ils pourraient se le permettre. auprès de Bercy pour nous empêcher de faire ça. Mais nous, on Et va pourquoi ils continuer vous à le faire. empêchent de faire ça? Parce qu'on casse leur marge, parce qu'on casse leur politique de sectorisation tarifaire. Mais quand vous dites on casse leur marge, c'est les marges de qui? C'est les marges de L'Oréal? C'est les marges de... C'est quoi? Oui. L'Oréal n'est pas le plus mauvais. Non, mais mais je veux dire de L'Oréal, de Procter & Gamble, de... Oui, de Mars. Mars vient de Mais en racheter quoi, son- en quoi le gouvernement pourrait Mars. avoir intérêt à les défendre eux plutôt que les consommateurs? Je comprends pas. Parce que l'agrobusiness en France est un lobby extraordinaire. Vous recevez de temps en temps les présidents de l'ANIA, l'Association nationale des Des industriels de industriels, celui qui l'agroalimentaire. représente... Vous recevez les gens de l'ILEC qui sont au niveau européen extrêmement très grandes puissants. marques. Ouais. Vous avez un groupe comme Mars, par exemple, qui est déjà énorme. Je connais Les pas. chocolats, Ah, putain, ils viennent d'accord, racheter son Mars. concurrent. C'est 38 milliards, c'est plus que le chiffre d'affaires des Ok. centres Leclerc. Donc quand on négocie avec eux, il faut le faire à plusieurs et au niveau européen. C'est Et qui le ça, concurrent de cette Mars? Sneakers. Mars rachat concurrent. Il n'y a qu'à poser la question, hein. Le groupe agroalimentaire Mars a annoncé mercredi 14 août, donc il y a un mois, le rachat de son concurrent Kellanova, Chips Pringles et Snacks Kellogg's pour 26 milliards de dollars. C'est pas le chiffre qui vient de sortir. 26 milliards de dollars. C'est pas du tout le chiffre qui vient de sortir, il a dit combien lui? centres Leclerc. Donc quand on négocie et ils viennent racheter son concurrent, c'est 38 milliards, c'est 38 milliards. 36. Ok, ouais, non, bon, d'accord, il y était presque. Après, il a pas dit quelle monnaie, hein. 38 milliards d'euros ou de dollars? Parce que si c'est 38 milliards d'euros, t'es quand même à 10-20% d'écart par rapport à la réalité, mais bon. Ouais. Et du coup, ils ont racheté Pringles et Kellogg's et tout. Mais c'est pas toute la marque Kellogg, je pense qu'ils ont racheté. Ouais, c'est pour le snacking et tout, ok, d'accord. En fait, ils créent un énorme groupe de snacking, en fait, qui est centré autour de ça. Et qui possède un peu tout le marché, quoi. Qui possède un peu tous les gros du marché, en tout cas. Ah, c'est récent, il y a un mois, hein. Putain. Putain, c'est ouf, tu vois des rachats comme ça se faire, t'es pas au courant, t'en entends pas parler. Et il y a 36 milliards de dollars qui ont changé de main.
plus que le chiffre d'affaires des centres C'est Leclerc. un délire. Donc quand on négocie avec eux, il faut le faire à plusieurs et au niveau 36 européen. Et milliards. ça, cette force-là, je voudrais insister au-delà de la technique, cette force-là, on va la mettre au profit de baisses qu'on va aller chercher dans cette prochaine période de négociation. On veut ramener des baisses à nos clients et qu'elles soient tangibles. Pourquoi ? Parce que en fait, il n'y aura de perception d'un changement de pouvoir d'achat que quand on verra ces produits qui sont des marqueurs moins chers que les années précédentes. Vous dites, Michel-Édouard Leclerc, que la confiance pour autant n'est pas revenue. Est-ce que ça veut dire que, comme certains de vos confrères, vous parlez d'une forme de déconsommation? Est-ce que ça veut dire que vous constatez que les gens consomment moins? Alors, sur certains secteurs, c'est flagrant. De toute façon, lui, sans il a forcément les chiffres de ça. Il doit forcément voir dans ces chiffres que les produits certains produits ont été massivement moins achetés depuis 2 ans, 3 ans. Lui, il le sait, forcément, il a juste à les demander et on lui les fournit, ces chiffres-là. Parce que de toute façon, ils ont été forcément analysés en interne et tout pour avoir une idée de la consommation moyenne de leur clientèle, pour analyser les trucs, quoi, pour faire des études marketing. C'est obligé qu'ils ont ces chiffres-là. Somme moins. Alors, sur certains secteurs, c'est flagrant. Vous entendez sans arrêt parler de dépôt de bilan dans le textile, dans le vêtement, dans le prêt-à-porter. Et donc, toutes les marques qui étaient un peu dans l'entre-deux, ni Premier Prix, ni Uniqlo, mais plutôt Esprit, des choses, ces groupes-là tombent. Ouais, il y a Esprit qui vient de fermer, je crois. Qui vient de mettre déposer le bilan et tout, la marque est fermée carrément. Tout ce textile, c'est catastrophe. Après, c'est une grosse marque, hein, pourtant. Franchement, il y a une baisse de la consommation en volume, mais il y a eu la météo, il y a eu les Jeux Olympiques. C'est très difficile. La météo. Donc on n'avait pas des habitudes de consommation comme on a pu avoir dans des années, je dirais, plus classiques. Je trouve qu'il y a plutôt c'est des fort, en signes fait. encourageants que dans une période d'instabilité politique, d'anxiété sociale, je trouve que c'est plutôt encourageant que la consommation tienne son rang. Et d'ailleurs, toutes les statistiques qu'on nous montre, c'est beaucoup autour de l'alimentaire. Mais vous voyez, chez Leclerc, on a beaucoup ouvert. On est devenu le premier loueur de voitures. Et très discret comme ça, on se rend compte que ce secteur se développe énormément. Les jeunes se posent la question de savoir ils veulent plus acheter de voiture. Est-ce qu'il y aura une valeur de revente à une voiture? On nous parle de l'hybride, de l'électrique. Donc, ils préfèrent... La voiture, c'est un produit de consommation. Après, si tu habites en campagne comme moi, ou ce genre de trucs, la voiture, c'est pas une option, quoi. T'en as besoin. Hein. Genre, à partir du moment où tu habites comme moi en campagne et tout, tu peux pas. C'est quasiment impossible de trouver du travail ou de se démerder sans bagnole, en fait. Genre, tu vas forcément avoir c'est un énorme handicap de pas avoir de voiture ou de permis quand tu vis en campagne, comme moi. Genre, en ville et tout, ok. Je comprends qu'en ville, ils louent des voitures et tout, les gens qui vivent en ville, parce que t'en as quasiment jamais besoin, et les rares fois où t'en as besoin, bon, ça fait chier de payer une assurance à l'année pour ta caisse que tu vas sortir 4 fois par an. Voilà, je comprends. C'est des calculs, hein. Tu peux faire le calcul vite fait, savoir si c'est plus rentable de louer une bagnole 2 ou 3 semaines par an, ou d'acheter une bagnole et de la sortir 4 fois par an, quoi. Pareil pour le déménagement et tout, tu loues un camion, tu loues un truc, mais je pense que c'est vraiment un spécifique à la ville parce que en campagne, moi j'imagine pas du tout que quelqu'un loue une voiture juste en permanence. Enfin, pas en permanence du coup, mais dès qu'il en a besoin. Mais le truc, c'est que le besoin en campagne, il est permanent, donc tu peux pas louer une voiture de temps en temps. Pas si t'as un boulot ou... Il y a des exceptions à ce que je dis, hein. Il y a des gens qui vivent en campagne, qui vont au taf à pied, ils y sont en 15 minutes ou 20 minutes, ça arrive, hein. Quand je dis en campagne, je parle pas de la campagne profonde où moi je vis dans une petite ville de 5000 habitants, 7000. Mais bon, en vrai, ça reste la campagne. Enfin, je veux dire, moi je fais 5 minutes de voiture et je suis dans les champs, donc littéralement. Mais ouais, la location de voiture, pour moi, c'est vraiment un truc du coup de citadin, quoi.
Donc certains louer. se disent on va louer. Louer, ça fait moins de chiffre d'affaires, donc c'est un marché qui se crée, mais il existe, il n'existait pas. Les abonnements téléphoniques, le multimédia, ça explose. Donc ce sont des charges, ce sont des dépenses qui vont ça pas sur m'étonne pas. l'alimentaire, mais qui sont aussi dans les hypermarchés. Vous avez dans le domaine... Ça veut dire aussi que vous-même, L'équipement de la maison. vous adaptez vos magasins Voilà. pour que la consommation soit plus diverse, parce que vous vous dites, au fond, ils reviendront peut-être pas sur les produits d'avant. Par exemple, depuis le Covid, il y a beaucoup... C'est vrai que quand tu télétravail décides s'est de changer, beaucoup développé. Ce qui veut si tu décides de changer ton alimentation par, par besoin, en fait, parce que t'as pas l'argent pour continuer de manger comme tu le faisais avant, tu fais ça pendant 1 ou 2 ans, je pense que tu reviens pas à tes habitudes d'avant. C'est les nouvelles habitudes, tu les as prises et puis tu continues avec. De toute façon, c'est comme ça qu'elles se créent les habitudes. Donc oui, effectivement, probablement que les trucs qui avaient subi beaucoup trop d'inflation, même s'ils subissent une désinflation et qu'ils reviennent à des prix plutôt, ou même s'ils subissent une déflation et qu'ils reviennent à des prix plus décents, comme il y a 1 an ou 2 ans, ce qui n'arrivera, je pense pas, honnêtement. Mais même ça, les gens ne reviendront pas les acheter parce qu'en fait, tu passes pas. Quand ça fait 2 ans que tu n'achètes plus un produit, tu passes pas dans le rayon 2 fois par semaine en te disant oh, est-ce qu'il a baissé? Non, tu t'arrêtes juste de l'acheter, tu penses même plus en fait. dire que... Par contre, l'essence, ça a déjà commencé à baisser parce que je me souviens qu'il y a encore 1 an, c'était genre giga. Je crois qu'il y a 1 an, c'était le diesel. En tout cas, moi je parle du gasoil parce que j'utilise du gasoil. Je crois que c'était genre à 1,9. Énorme. Et je sais plus là, putain, à combien c'est, mais je crois que c'est en dessous de 1,7. En vrai, quand tu fais un plein, c'est énorme. Hein. Ça fait une différence de. C'est énorme. Vraiment. Autour de la maison, sur, du sur, foyer, quand de tu. l'appart- Quand tu roules tous les jours, moi à un moment, là, pendant 5 mois cette année, je faisais 20 à 25 minutes aller pour aller au taf et ensuite 20-25 minutes retour. Donc j'avais 40 minutes de route par jour, ça me faisait 50 km à peu près. Mon plein, c'est. Mon plein, je fais 900 km. Je fais entre 900 et 1000 km avec mon plein. Donc, en faisant juste l'aller-retour au taf 5 jours par semaine, 5,5 parce qu'il y a une semaine. Non, 5 jours par semaine. Là, ce taf-là, c'était juste que 5 jours par semaine. Ça fait 5 fois 4,5. Ça fait 22,5. 22,5 fois combien j'ai dit? Fois 50, du coup. Ça me faisait du coup plus d'un plein par mois. 10 fois 50, 500, 1000. Ouais, donc ça me faisait plus qu'un plein par mois. Juste pour aller aller-retour au taf. On parle pas du tout de ce que je peux faire avec ma caisse à côté. Hein. Et donc, je crois que ça me revenait. Le plein, il était à. Un plein entier, je pense que c'était quasiment 100 balles pour moi. Juste aller-retour au taf. Donc ça veut dire qu'il y avait 100 balles juste d'essence qui partait. Il y avait 100 balles de ma paye qui partait tous les mois juste en essence. Et on parle même pas du coup de l'assurance de ma voiture qui me coûte, je crois, 40 par mois. Je sais plus exactement combien ça me coûte par mois. Enfin, je regarde. Mais bref, du coup, ça fait plus t'amortis ensuite l'achat de la voiture, machin. Bon, pour le coup, ma voiture va me coûter cher. Mais du coup, je pense que si tu fais tous les amortis, tu prends en compte tous les frais autour d'une voiture et tout, en dehors, et qu'on compte pas les déplacements à côté, on compte pas du tout les déplacements à côté, et bah ça te fait 150 à 200 balles par mois qui partent juste dans le fait de te déplacer au travail, de pouvoir aller au travail. La possibilité d'aller au travail te coûte 150 à 200 balles par mois. C'est énorme, c'est plus de 10% de ce que je touche quand je travaille en intérim pour aller bosser. Donc c'est absolument monstrueux hein, en vrai. Sur un mois, 150 à 200 balles, c'est une variation énorme. Si tu pouvais économiser juste la moitié de ça tous les mois, à la fin de l'année, t'as fait 900 balles de plus. En considérant que tu renlèves que la moitié de ça, par exemple. Enfin, c'est vraiment... c'est plein de petits frais qui s'additionnent et qui à la fin du mois, t'explosent, en fait. Explosent complètement ta paye. appartement, on s'est rééquipé en écran, on s'est rééquipé en, Et encore, en moi, je vis seul. téléphone. On vit différemment. Enfin, j'ai On pas d'enfant, vend je veux plus dire. de bricolage pour les jardins, on vend plus de multimédia. Et donc, ces sommes qui sont C'est pas des produits de dépensées première là nécessité, ne sont ça. pas forcément dépensées Donc en c'est un alimentaire. arbitrage plus donc, qu'une décroissance. Je crois. Alors, il y a plus de pauvres, les associations le disent depuis 3-4 ans. Il y a plus de gens qui sont... La paupérisation. Mais oui, mais parce que je veux voir comment il a bougé le SMIC. SMIC, évolution
Évolution dernières années. Parce que le SMIC est passé de 10,25 € à 11,65 €, soit une hausse de 14% au total sur 3 ans. Ok. Donc là, c'est les chiffres de 2024. Ok. Donc 14% d'augmentation du SMIC en 3 ans. Inflation en 3 ans. Inflation. L'inflation globale de la zone OCDE diminue pour atteindre 5,4% en juillet 2024. D'accord, c'est diminue pour atteindre. Ça me termine que genre. Enfin, c'est vraiment Le concept d'utiliser le terme de diminuer, je trouve que c'est hyper trompeur pour les gens qui comprennent pas bien le concept de l'inflation. Mais bon. Inflation, évolution, dernières années. Le taux d'inflation, plus 4,9% en 2023, 5,2% en 2022, 1,6% en 2021. Attends, quoi? C'est tout? Les prix à la consommation. Oui, mais ça doit pas être sur les produits de première nécessité, du coup. Parce que c'est les produits de première nécessité qui ont pris des tartes dans la gueule, je crois. Et là, il doit pas prendre les prix de première nécessité. Des produits de première nécessité. L'INSEE met également à disposition les principaux indices et séries chronologiques. Inflation, produits, on va dire alimentaires. Voilà. Là, c'est les produits alimentaires qui ont eu des... Donc, comme il disait, les produits, lui, il parlait de l'alimentaire, il parlait de... hygiène, beauté, ce genre de trucs. Les prix des produits alimentaires ont commencé à augmenter fortement à partir de mi-2021 et enregistrent en septembre 2022 une hausse de 10% en glissement annuel, avec 12% prévu en décembre par l'INSEE. Donc déjà, le SMIC, il a augmenté de 14% entre 2021 et 2024. Et là, entre seulement 2021 et 2022, on a 10% d'augmentation des prix alimentaires. Donc les prix alimentaires, déjà, ils ont déjà presque réatteint l'augmentation du SMIC. Sachant qu'ils ont continué à monter après, on va voir inflation produits alimentaires 2023. Merde, bon, c'est pas grave. L'inflation alimentaire est très importante en 2023, elle a été de l'ordre de 12% de cette année. Et c'est un issue d'une inflation très importante en 2022. Sur 2 années, les prix ont augmenté de près de 20%. Donc déjà là, du coup, ton SMIC, il vient de perdre de sa valeur parce que du coup, l'inflation, entre 2021 et 2023, déjà, elle a fait 20%. Donc l'augmentation de 14% du SMIC, ça colle pas, quoi. Je veux dire, tu te retrouves quand même à payer vachement plus cher, à dépenser plus d'argent, plus de pourcentage de ta paye dans la bouffe que ce que tu faisais avant, déjà. Ensuite, on n'a pas pris en compte 2023 à 2024. Pour l'instant, on s'est arrêté à 2023, sachant que les 14% allaient jusqu'à 2024. Donc je pense qu'on peut compter un autre 10%. Et bon, bah oui, du coup, effectivement, il y a plus de pauvres parce que manger, ça te coûte proportionnellement à ton salaire quand tu t'es payé au SMIC. Bah, manger te coûte vachement plus cher qu'avant. Avant, sur ton salaire, c'est ça. Hop. Avant, manger, ça te coûtait ça de ton salaire. Donc il te restait tout ça. Le SMIC a augmenté, donc ton salaire, il est passé à là. Sauf que les prix de bouffe, ils ont augmenté vachement plus. Du coup, il te reste plus que ça de ton salaire. Donc forcément, il te reste moins à la fin du mois, quoi. La polarisation a atteint quand même une catégorie importante de personnes. C'est ce qui fait d'ailleurs que ces personnes mangent beaucoup de premiers prix, par exemple. Aujourd'hui, les premiers prix, ça cartonne dans les Le magasins. problème, c'est que c'est souvent pas Mais faut faire attention aux idéal pour statistiques. Il y a une la santé. paupérisation d'une certaine clientèle, mais même les bons clients ont dispersé leurs achats. Équipement de la maison, équipement du foyer, loisirs. Le voyage, je vous rappelle qu'avant, cet été, l'aéronautique était plombée, les voyages étaient plombés. On a fait carton plein. Je voyage jamais. Deuxième voyagiste Je dis ça alors que je pars en Allemagne dans 2 jours, mais c'est véhiculé exceptionnel. des milliers de gens sur leur destination. Les locations dans les campings, dans les mobil-homes, c'était plein. Donc vous voyez, quand on parle consommation, il faut qu'on ait un peu de recul. Et qu'on pense pas seulement à ce qu'il y a dans le caddie. Moi, je trouve que les comportements aujourd'hui sont encourageants pour les producteurs de ces secteurs-là. Michel-Édouard Leclerc, vous avez évoqué la question des trajets. Je voudrais qu'on parle prix du carburant. Au fond, là, pour le coup, il y a une vraie baisse des prix, nette. J'ai l'impression qu'ils parlent que les choses sont bien pour les producteurs, pour les gens qui vendent, pour machin, mais le problème, c'est qu'il faut que ce soit bien pour les acheteurs. Parce que les acheteurs, bon, là, on parle de secteurs qui sont pas nécessaires à la survie, ce genre de choses. Le voyage, tout ça, bon, moi, le mec qui veut essayer de me faire croire qu'il a besoin pour sa survie d'aller taper 3 voyages en avion par an, bon, va te faire enculer. Mais là, pour la bouffe et tout, les gens, ils en ont besoin que ça baisse. Et sauf que lui, il est que en mode, bon, bah,
C'est bien, c'est une bonne chose. Ces secteurs-là sont en train de repartir, mais le truc, c'est que les. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que. Enfin, je sais qu'il est du côté lui, des grands groupes et tout, évidemment, hein. Mais j'ai l'impression que même dans son discours, il tourne autour du pot. Et qu'en fait, c'est pas si ouf que ça, en fait, ce qu'il a actuellement. Le pétrole a perdu 10 dollars en quelques semaines. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, Michel-Édouard Leclerc, que les prix à la pompe vont baisser nettement et de manière durable? Oui, et c'est ce qu'ils le font. D'ailleurs, vos collègues l'ont remarqué dans certaines stations. Le prix du pétrole, par exemple, c'est complètement factice en vrai, les hausses et les baisses de prix du pétrole, parce que quand tu vois que Total, pendant la crise de Covid, quand ils avaient augmenté à balle, les prix justement des prix à la pompe, quand tu vois que sur ces périodes-là, ils ont établi des chiffres records de bénéfices, pas de chiffre d'affaires, de bénéfices, donc d'argent qui va dans leur poche, ils ont établi des records à cette période-là de bénéfices, je répète, alors qu'ils avaient fait monter les prix en prévision d'une éventuelle montée du prix du baril, et au final, ils ont fait énormément d'oseille. Donc, le prix du pétrole, pour moi, ça n'a aucun sens, c'est factice. Ils manipulent le prix comme ils en ont envie. C'est un délire. Dans Leclerc, on n'est pas loin de Ça m'énerve un peu, moi. 1,50 Je vais pas vous mentir. sur le diesel, d'où on vient. Alors qu'on était 1,50 il a Leclerc, on dit. n'est pas loin de 1,50. Parce que là, je taffe pas en ce moment, donc ma caisse, elle sort quasiment pas. Donc j'avoue que le plein, je l'ai fait il y a un mois et demi, là. Ouais, si, un mois et demi, ouais. Et 1,50, mais je crois que ça a encore dû baisser, du coup, parce que je pense que j'étais plutôt à 1,6, moi. Non, ça a pas dû baisser autant. Ouais, si, c'est possible, hein. Sur le diesel, d'où on vient. alors qu'on était autour des deux. Ouais, c'est ça. Et Bon, il y a donc, 2 ans. on répercute directement. Alors, À je 2. voudrais enlever une Ah non, il y a une un an et idée. demi, Quand le peut-être. prix À du 2. brut descend, ça ne fait pas descendre tout de suite le prix du gasoil ou le prix du kérosène. Il faut encore le raffiner, le transformer. Et il y a plusieurs marchés. Et selon les stocks, ça peut monter ou descendre. À long terme, les courbes se rejoignent. Aujourd'hui, l'essence baisse, le gasoil baisse. Je trouve que j'ai l'impression que c'est quand même assez durable. Il y a du stock, nous disent les spécialistes. En tout cas, ça vieillit sacrément la pub de Total. J'ai écrit un petit peu, je l'ai taclé, Monsieur Pouyanné, parce que de voir des pleines pages pendant l'été en disant on vous garantit que si vous vous abonnez à nos tarifs gaz et je ne sais plus quelle autre prestation, on vous paierez pas l'essence plus de 1,95 euros. Eh ben, franchement, on peut vraiment 1,95 donner de l'argent aux consommateurs pour ce prix-là. C'est énorme. Alors là, Michel-Édouard Leclerc, Ils se foutent je un peu de vois la gueule votre, des gens, je vois ouais. votre sourire en coin. C'est un tacle effectivement à Total, mais c'est vrai qu'au fond, Total qui promettait que si ça dépassait les 2 euros, il payerait la différence. C'était une manière d'échapper à une sorte d'impôt sur le Ouais. super profit. Ce deal, c'est quand même le gouvernement qui s'est fait avoir, du coup. Bien sûr. Complètement. sûr, Et donc ouais. les Ça, j'ai Français. pas compris. Et donc, C'était quoi? J'ai pas suivi ça, ce Total deal. qui promettait que si ça dépassait les 2 euros, il payerait la différence. C'était une manière d'échapper à une sorte d'impôt sur le super profit. D'accord. Et du coup, ils ont échappé à l'impôt sur le super profit qu'ils ont fait. Ils ont pas. Putain. Putain, c'est vraiment des voleurs, hein. Je suis désolé, mais en vrai, les vrais plus grands criminels de ce monde, c'est les multimilliardaires, les mecs, et c'est les mecs qui sont à la tête des sociétés, des plus gros groupes au monde, hein, vraiment, hein. C'est eux les plus grands criminels du monde, hein. Ce deal, Je suis désolé, mais c'est vrai. s'est fait avoir, du coup. Bien sûr. Complètement. sûr, Et donc ouais. les Français. Ils arnaquent l'État, quoi, genre. Enfin, Total aurait pu baisser ses prix, oui. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus tôt. Il y a des stations Total Access. Bon, je règle pas mes comptes derrière le comptoir, hein, mais Total Non, Access. là, vous le faites, très performant. au micro. Oui, et pas de du tout manière derrière le tout à fait comptoir. publique. Mais devant tout le c'est monde. vrai que non, mais ça En m'épate, direct. moi, qu'une grande boîte comme Total, et je fais pas partie des anti-Total, on a la chance d'avoir Moi, un peu quand même. des dirigeants français dans une boîte internationale, hein, dont les capitaux ne sont plus si français. Mais pour la souveraineté énergétique, c'est important. Mais c'est vrai que de se payer une page de publicité à l'heure où le carburant est à 1,60 Souveraineté énergétique sur une et en énergie disant, renouvelable. si ça dépasse 1,90, on vous compensera, c'est quand même une publicité pour pas cher, ça. Ouais, pas cher.
Mais qui effectivement paraît, les 1,95 paraissent quand même Ouais, donc ça veut dire extrêmement que, loin. en fait, ce que je voudrais dire dans ce message, c'est que si aujourd'hui les prix sont plus bas en Bon, les France, 1,95 dans c'est qu'il y 5 a ans, une on y vraie est, vous inquiétez pas. concurrence, Hein. mais loyale, une vraie Pas concurrence parce que ça entre baisse là que. Carrefour, Lidl, Aldi, Leclerc, Intermarché, je peux les citer Mmh. tous. Vraiment, on se marque ville par ville. On fait des comparateurs, on les rend publics, on réagit. Mais alors, vous voyez, s'agissant d'autres segments de marché, il n'y a pas cet esprit-là. En hein. tout cas, dans ce monde-là, effectivement, il y a une vraie transparence. Michel-Édouard Leclerc, ça peut descendre jusqu'où le prix de l'essence? Ah, je ne sais pas dire, parce que là, à un certain moment, je vends de la taxe. hein. Vous vendez que de la taxe, c'est-à-dire que oui, en effet, la part de Ouais. taxe est tellement importante que quand on est en dessous des 1,50, ça veut dire que là, proportionnellement, c'est quand même considérable. Voilà. Alors je pense que le nouveau gouvernement, la première chose qu'il va faire, ça va pas être de supprimer cette recette de l'État, à l'heure où tout le monde l'interroge sur sa dette. Donc je pense qu'on arrive. On ne pourra pas descendre non, plus bas, non. sauf à baisser ces fameuses taxes, mais si ça c'est pas baisse du tout trop, si d'actualité. ça baisse trop, vous verrez des députés pro-gouvernementaux proposer de remonter la taxe pour désendetter la France. Donc n'entretenons pas de mythe. C'est quoi la part de taxe sur un. 1,55, on est bien quoi. Il y a la question évidemment du coût. Est-ce que je peux avoir cette réponse-là? Part de taxe sur l'essence. En France, les taxes comptent approximativement pour 60% des prix de l'essence et du gazole à la pompe. 60%, mais du coup, c'est vraiment en 60%, c'est vraiment un pourcentage. 58,6% du prix du litre du gazole à la pompe. Bah, je comprends pas pourquoi ils parlent de payer la part de payer la taxe, quoi, parce que je veux dire, si tu baisses, ça baisse ta part de taxe baisse proportionnellement, donc je comprends pas pourquoi il dit qu'il paye la taxe. Je comprends pas pourquoi il dit ça. S'il descend à 1,50 au lieu de 1,60, bah il paye quelques centimes de moins de taxes, quoi. Il gagne quelques centimes de moins dans sa poche aussi. Mais je pense que le carburant, l'essence et tout, c'est un truc hyper rentable. Hein, genre, je pense pas que ça fasse une énorme. Si, ça fait une énorme différence pour lui en termes de bénéfices à la fin de l'année. Mais ça me paraît bizarre, hein, ce qu'il dit. Je sais pas, je ne connais peut-être pas assez. Mythe, à 1,50, 1,55, on est bien quoi. Il y a la question évidemment du coût de la matière agricole et de la rémunération des agriculteurs. Ici, à ce micro, la semaine dernière, je recevais Arnaud Rousseau, qui est le patron de la FNSEA, qui alertait, qui disait que la colère grondait, qu'en réalité, les promesses qui avaient été faites il y a 6 mois, lorsque les tracteurs venaient bloquer la capitale, n'avaient pas été tenues et qu'ils avaient le sentiment de s'être fait avoir. Est-ce que vous-même, vous assurez qu'en fait, oui, ils se sont fait un peu avoir, qu'il n'y a pas eu beaucoup de changements, ou est-ce que pour votre part à vous, c'est-à-dire la part de la grande distribution, vous avez en effet tenu les promesses? Alors, réunis ensemble, les distributeurs, aujourd'hui, il y a des expressions différentes, mais on est d'accord avec la FNSEA et avec les syndicats agricoles en général pour adapter la législation. Les industriels n'étant pas transparents, on propose, et la loi n'obligeant pas cette transparence, nous proposons que industriels et agriculteurs négocient d'abord. Comme ça, les agriculteurs savent à quel prix ils vendent leur lait, leur viande. Il y a une première négociation en amont. Et nous, on vient après avec les industriels. Putain, j'avais regardé des trucs sur les négociations entre les industriels et les agriculteurs. Et en vrai, on est sur des techniques de torture. C'est des techniques de torture qu'ils utilisent sur eux, en gros, pour les briser avant qui viennent faire les négociations, et ensuite comme ça, une fois qu'ils viennent faire les négociations et tout, ils ont plus que... Les mecs qui font les négociations de prix pour les industries, avec les agriculteurs, ces gens n'ont pas d'âme. Je pense qu'ils ont vendu leur âme au diable, et que du coup, ils ressentent plus rien, et que quand ils voient les agriculteurs en face d'eux, ils sont en mode, je vais te saigner à blanc, et c'est ce qu'ils font. Genre, leur objectif, c'est de saigner le plus possible le mec qui vient en face, pour baisser le plus possible les prix, s'il peut l'acheter à moins que, s'il peut foutre le mec dans le négatif, il le fera, il en a rien à foutre. C'est vraiment un délire. Les négociations qu'ils font entre industriels et agriculteurs sont dégueulasses. Vraiment, la manière dont ils traitent les agriculteurs, c'est genre... C'est immonde. Vraiment, ils les traitent comme tu traiterais un supplicié ou ce genre de choses, quoi. Ils utilisent des manœuvres de torture et tout. Vraiment, c'est des malades. Hein.
les industriels pourront nous dire, je descends pas en dessous de ce prix parce que la matière première, voilà mon contrat avec l'agriculteur, c'est tant. Et ça nous permet de protéger, de créer une sorte de bouclier pour le revenu agricole. Et ça, c'est défendu par Monsieur Rousseau, c'est défendu par Mais Leclerc. vous le faites ou vous le faites pas? Il faut que ce soit. Attends, pardon. Et nous, on vient après avec les industriels. Les industriels pourront nous dire, je descends pas en dessous de ce prix parce que la matière première, voilà mon contrat avec l'agriculteur, c'est tant. Et ça nous permet de protéger, de créer une sorte de bouclier pour le revenu agricole. Et ça, c'est défendu par Monsieur Rousseau, c'est défendu par Mais Leclerc. vous le faites ou vous le faites pas? Il faut que ce soit dans la loi. Il faut que ce soit dans la loi. Alors, c'est plus difficile à faire selon les marchés agricoles, de trouver la bonne périodicité. C'est assez technique, on ne va pas en parler là. Mais l'intention, je trouve, est bonne. L'intention est Le bonne. dialogue Et est Non, vous, mais et il vous parle que d'intention. Il est en train vraiment de. Il noie le poisson encore là. Hein, parce que là, justement, c'est ce qu'elle est en train de lui demander. Il est en train de parler d'intention et tout. Il n'est pas en train de dire que c'est ce qui se passe en fait. J'ai l'impression qu'il est encore en train de noyer le poisson. C'est une vraie langue de bois ce mec. Et vous la partagez? Oui. C'est-à-dire qu'on rappelle évidemment que ces histoires de négociation, en gros, c'est tripartite. Il est en train de dire qu'il faudrait que ce soit dans la loi. Mais que tant que c'est pas dans la loi, on n'est pas obligé de le faire. Oui. Il y a le Enfin, producteur. il n'y a pas beaucoup de tripartite. Sauf que justement, il n'y a Ouais. pas de tripartite. Ça devrait. Ouais. C'est-à-dire, il y a trois, en tout cas, il y a trois acteurs. Il y a Oui. le producteur qui fait la matière première agricole. Il y a l'industriel, Danone, Nestlé, je ne sais qui achète à l'agriculteur, Ouais, qui transforme. Et puis, au bout, il y a vous, Mars. la grande distribution, aussi. qui du coup. négocie normalement avec l'industriel. Le problème, c'est que souvent, l'agriculteur se fait avoir dans cette histoire. Et Mhm. pour la première Et le fois, consommateur aussi. et pour la première Mhm. fois, il demande donc à ce qu'il y ait une vraie transparence aussi sur cette première phase Voilà. de négociation entre Nestlé, Danone C'est ou ce Lactalis que- et l'agriculteur. C'est ce que les professionnels appellent, de manière un peu techno, la marche en avant dans la construction du prix. On assure d'abord l'agriculteur de son prix, qui doit lui servir de couverture à l'augmentation de ses coûts, de ses Ouais. matières premières. C'est assez logique en Là, vrai c'est ça. l'industriel qui, avant transformation, lui assure ça. Comme ça, ils se mettent d'accord. C'est comme un devis ou un truc dans le genre. Ça a été fait, tu fais un devis avec l'industriel, l'agriculteur, c'est ça qu'il fait. Ils font bon, c'est ces prix-là. Et l'agriculteur, par contre, après, c'est à lui de bien dire quel prix il veut minimum. Parce qu'il faut qu'il ait bien fait ses calculs de combien ça va lui coûter, combien il faut qu'il en ressorte pour pouvoir se verser un salaire en payant ses charges et toutes ses dépenses. Et s'il fait ça, normalement, il est censé se retrouver avec. Parce qu'une fois que, logiquement, une fois qu'ils se sont mis d'accord là-dessus, j'espère qu'il signe quelque chose et tout, qui dit que le gars a pas le droit de revenir sur sa parole derrière, une fois qu'il s'est engagé à acheter ces trucs à ce prix-là, quoi. Voilà. Et nous, quand on vient négocier avec l'industriel, que ce soit Pathé Enaf, Charal ou autre, il nous dit ça vous touchez pas, on négocie pas. Ça a été signé, mais il le prouve, quoi. Voilà. Mais qu'il le prouve et qu'il y ait cette transparence. Voilà. Et d'ailleurs, c'est des mots, hein, les mots que vous exprimez là sont les mêmes que ceux d'Arnaud Rousseau. Oui. Donc je peux témoigner qu'en tout cas, à ce micro, Oui, je il pense tenait à peu près sur ce point-là, avec lui, il y a un point d'accord. le même discours que vous. Est-ce qu'il y a encore des pénuries? Alors, je dois vous dire que ce matin, je recevais le message de plusieurs auditeurs sur les réseaux sociaux, dont un qui carrément posait des questions extrêmement directes en disant: est-ce que vous pouvez demander à Monsieur Leclerc, parce que je suis un fidèle client, pourquoi dans les rayons il y a une pénurie du café San Marco, du gel douche Ushuaïa vanille et de la litière? C'est très spécifique. Vous voyez qu'ils sont très attentifs, les auditeurs. Ouais, c'est très Alors, j'ai pas de spécifique. chat, donc j'imagine la litière, c'est pour les chats, ouais. Mais non, je sais pas. Est-ce qu'il y a des pénuries? Non, mais est-ce Non, qu'il non, reste non, des non, pénuries? non, Est-ce non. que, T'imagines la comme litière, c'est pour les chats? Qu'est-ce que c'est que cette question il reste débile? parfois des pénuries, ou alors est-ce que c'est uniquement des questions de stock et C'est d'approvisionnement? des questions, je pense, de rupture dans certains magasins. Il faut vous dire, mais j'ose pas trop le dire, mais on cartonne. Leclerc, ça fait quand même la 4e année qu'on est en croissance aujourd'hui en part de marché. Et ça, alors qu'on n'a pas racheté d'autres magasins en France. Donc là, évidemment, Carrefour rachetant Cora, Leclerc, il y en a partout. Hein. Intermarché rachetant des casinos. Moi, ici, je vais dans un Leclerc. Mais Quand je fais on a mes beaucoup courses, de monde quasiment dans tout le les temps, je vais au magasins. Leclerc. Il peut y avoir des ruptures. Beaucoup de Parisiens, beaucoup de De toute gens façon, de les trucs que métropole tu vois partout, achètent. c'est vraiment. Enfin, moi, en tout cas, je sais que en Bretagne, les grandes surfaces que je vois partout, c'est Leclerc, Lidl, Intermarché. En gros, ces trois grandes surfaces-là, je pense que tu vas dans n'importe quelle ville de taille moyenne, où genre il y a un minimum d'habitants, je veux dire, où il y a genre 5 à 7 000 habitants minimum, à mon avis. Je pense que tu vas dans n'importe quelle ville de cette taille-là, tu tombes sur au moins un Leclerc, tu tombes sur au moins deux de ces trois-là. Lidl, Leclerc, Intermarché, deux de ces trois-là minimum dans chaque ville, je pense. Grand minimum. Moi j'en ai trois ici, et on est 7000 habitants, je crois, donc peut-être même pas 7000, je dis peut-être de la merde. On est donc voilà quoi.
achètent dans nos villes de province avant de rentrer le soir. Donc aujourd'hui, ça peut expliquer ces ruptures. Mais en tout cas, faut voir qu'on vend, on fait presque 50 milliards de chiffre d'affaires. On a eu 1,5 million de clients supplémentaires en 1 an et demi. Qui ont rejoint effectivement les magasins. Si on veut être très professionnel, il y a une gestion Je me des demande comment flux ils comptent. on Les apprend cartes pas ça à Leclerc, l'école, peut-être c'est sur le terrain. Michel-Édouard Leclerc, on a appris qu'un élevage de porcs s'était fait épingler en fin de semaine dernière par L214, un Comment elle élevage l'a de coupé porcs qui fournissait notamment Ah, du jambon L214, de la putain. marque Leclerc. Vous avez immédiatement rompu Oui. toute relation avec cet élevage? Oui, alors d'abord, Leclerc est pour des chartes bien-être animal. Ça, c'est clair. Pour vous donner Ah, une un idée, on abattoir parlait breton, des premiers prix. ça ne surprend Sur pas. nos premiers prix, qui sont pourtant pas chers, on met le Nutri-Score. C'est-à-dire, vous savez, si c'est classé de vert à rouge, c'est une première idée. Oui, vous assumez. On est en train de travailler au niveau européen sur un éco-score. Hein. On est en train de mettre où ça a été fabriqué. C'est quoi un éco-score? Un éco-score, c'est le carbone qui a été émis. Quelle Quelle émission de carbone des choses qui soient lisibles pour les consommateurs, qui fait fassent la ces production de arbitrages. ce truc? Ok. Et dans le cas du bien-être animal, on voudrait que ce critère intègre l'une des informations pour les Mais consommateurs. quand je dis, Mais en fait, non, mais en fait, il devrait même pas y avoir cette information-là décrite dessus. En fait, ça devrait être le truc, ça devrait être si tu le vends chez toi, c'est que l'animal est pas torturé et tout au moment de l'abattage, quoi. Parce que bon, il y a plein de gens qui vont dire qu'il faut même pas tuer les animaux, d'accord. Bon après, on mange de la viande, hein. Mais non, mais par contre, genre dans les abattoirs et tout, juste pour moi, en fait, tu devrais pas accepter de vendre un produit dans un magasin Leclerc ou Intermarché ou n'importe quoi. Si c'est pour ça que créer ce sigle-là qui dit oh ils ont pas été maltraités, donc ça veut dire que tous les trucs qui ont pas le sigle, les animaux ils ont été torturés en fait. Bah non, ça marche pas. Tu ne le commercialises pas si l'animal a été torturé quoi. La moindre des choses. Ouais. Quand je vous rappelle sur EcoScore, c'est que ça pourrait être économique. Non, c'est écologique. Écologique. Hein, c'est ça. Écologique. Ouais. D'accord, Le ce prix, sera- c'est à nous de le faire. C'est notre Voilà, mais responsabilité. ce sera l'idée, effectivement, Voilà. de savoir la traçabilité écologique. Donc, par rapport aux interpellations, je réponds favorablement. Nous sommes pour un label qui intégrerait un cahier des charges de bien-être animal. Après, moi, j'applique en magasin. Mais c'est débile. Je reviens, je redis, je répète, c'est débile. Ça veut dire que tous les trucs, tous les machins qui sont à genre, si on prend l'exemple du Nutri-Score où c'est de A à F, je crois, ou E, je sais plus. Bah du AF, je crois, c'est F. Bah du coup, les produits qui auront F en bien-être animal, bon bah le cochon, il s'est tortillé pendant une demi-heure avant de se vider de son sang pendant qu'il était suspendu au crochet, quoi. C'est ça. Et il n'était pas anesthésié. En gros, quoi. C'est complètement con. Et d'ailleurs, je le dis aujourd'hui, s'il y a des produits qui ont ce label, qu'ils prennent contact avec nous, le label souhaité par L214, l'ONG, qu'on les mette en rayon, il n'y a pas de problème, d'accord? Maintenant, c'est quand même pas à Michel-Édouard Leclerc d'aller faire la police des élevages. Il y a un truc qui est assez curieux. C'est pas faux. Dans- En vrai, il a dans la raison, manière- c'est pas... Oui, lui, il gère son business. Son business, c'est de revendre des produits. Pas à lui d'aller s'assurer que... Parce que, on va pas déconner quand même, ça coûte pas super cher de faire en sorte que l'animal il soit pas torturé avant d'être abattu, hein. Sans déconner, dans les abattoirs, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de s'assurer que leur matériel, déjà, il fonctionne bien. Et que du coup, leur matériel, il assomme vraiment les animaux avant qu'ils soient abattus. C'est la moindre des choses. Vraiment, on parle vraiment du strict minimum, hein. Je parle pas pour un bien-être ou quelque chose, là. Je parle vraiment pour que juste qu'on soit pas sur de la torture, quoi. Genre juste que c'est des aiguillons à choc ou un truc dans le genre, je crois qu'ils utilisent un truc qui assomme l'animal avec un choc électrique. Et il y a des exemples, j'ai déjà vu des vidéos de L214, c'est absolument horrible à regarder, mais en vrai c'est un peu nécessaire pour comprendre vraiment ce qui se passe dans ces abattoirs et ce que subissent certains animaux. Et en fait, les aiguillons à choc sont censés complètement assommer l'animal, ce qui fait qu'après, derrière, souvent ce qui se passe, c'est que les cochons ils sont pendus par les pieds, encore vivants, hein, évidemment, ils sont choqués, donc complètement assommés normalement par le choc. Donc complètement insensibilisés par le choc électrique, et ensuite égorgés, et là ils se vident de leur sang, et normalement, je dis normalement, je sais pas exactement comment ça se passe, il est censé ne pas souffrir, ou ressentir de douleur, ou pas excessivement en tout cas, grâce au choc qu'il a subi juste avant. Sauf qu'il y a des vidéos sur L214 par exemple, celle que j'ai vue en tout cas, où les aiguillons à choc, déjà, ils marchent pas bien. Donc tu vois que l'animal il prend un choc, mais qu'après il est pas assommé.
il est suspendu par les pieds et il continue de bouger et tout, de se débattre. Donc au moment où le mec il l'égorge, tu vois l'animal il est en train de... il se débat en fait, il est en train de souffrir, donc il est en train de paniquer parce il comprend ce qui lui arrive. Et tout l'objectif des abattoirs, normalement, c'est de faire en sorte que déjà l'animal il comprenne pas ce qui lui arrive. Il ne faut pas qu'il comprenne ce qui est en train de lui arriver, parce que c'est une forme de torture de lui faire comprendre ce qui va lui arriver. Et parce que l'appréhension et la peur de la mort, c'est une forme de torture. Et aussi, je pense qu'il faut faire un... Et ça va être beaucoup plus compliqué à faire, je pense. Et encore, peut-être que l'IA va nous aider à ce niveau-là, mais je pense qu'il faudrait remplacer les employés d'abattoir par des robots. Je pense qu'il ne faut plus qu'il y ait d'employés d'abattoir. Je pense que c'est mauvais pour le mental de l'homme de devoir abattre des animaux et des êtres vivants toute la journée. Et je pense que ton cerveau finit déglingué quand tu fais ça toute ta vie. Et je pense que les gens qui aiment faire ça sont des tarés. Et c'est pour ça qu'il faudrait foutre pour moi, il faudrait foutre que des robots là-dedans. Donc, c'est pour ça que je pense que l'IA, ça peut peut-être être la solution. Parce qu'il y a des fois, le matériel dans les abattoirs marche bien. Et en réalité, c'est les employés qui aiment faire souffrir les animaux. Et qui, du coup, les font souffrir. Ça arrive. Et donc, il y a des problèmes, il y a des employés, des fois. Et bon, faire des tris d'employés dans des emplois comme ça, où bon, c'est des emplois de genre... c'est des emplois, ça fait partie des emplois les plus bas que tu peux avoir dans la société, hein. C'est des emplois qui demandent aucune compétence, si ce n'est juste la capacité de rester debout toute la journée et de tenir en fait à ce genre de rythme, quoi, c'est tout. C'est un travail d'usine en gros, hein. C'est juste que au lieu de déposer des trucs dans des cartons ou d'être à la chaîne, t'es à la chaîne mais tu tues des animaux à la chaîne, quoi. C'est la même chose. Je pense qu'il faudrait. Mais de toute façon, moi, je suis pour que tous les tafs d'usine soient remplacés par des IA et des robots. Mais bon, je vais peut-être attendre avant de donner toutes mes opinions politiques. Tout directement. De procéder de L214, je pense que c'est juste pour que vous me posiez la question, mais je vois pas en Peut-être quoi communiste me après, demander trop bien. mon avis à moi va faire que les éleveurs vont ça changer. engage quand même aussi l'image même Je vous et ai la qualité répondu de et je votre leur avais consommation. répondu. Maintenant, pourquoi ne vont-ils pas dialoguer avec les éleveurs? Et puis après tout, avec un ministre de l'Agriculture. Je ne suis pas encore ministre Les de éleveurs. l'Agriculture. Donc, On vous l'avait proposé à un moment, vous l'aviez... On lui avait proposé. Oh, mais attendez, c'est pas possible, il y a conflit d'intérêt. Tu peux pas mettre un mec comme ça. C'est impossible, hein, vraiment. Il faut pas mettre. Ça devrait être illégal de mettre des gens au pouvoir qui ont des énormes, en plus j'allais dire des conflits d'intérêts, mais lui il a pas un petit conflit d'intérêts, il a des énormes conflits d'intérêts lui, parce que ministre de l'Agriculture, ce gars-là, enfin les gars, il peut faire clairement passer des lois qui vont l'enrichir as fuck, vraiment. Donc faut surtout pas faire ça. Je voulais dire quoi? Oui, pourquoi ils iraient négocier avec les éleveurs? C'est pas les éleveurs qui abattent leurs animaux souvent. Souvent les animaux sont abattus, sont envoyés à l'abattoir pour être abattus, ils sont vendus et abattus ensuite en abattoir. Il n'y a pas beaucoup d'éleveurs, je crois, qui abattent leurs animaux, hein. Qui abattent eux-mêmes leurs animaux, je crois pas. Toi, t'aurais. dit Michel-Édouard Leclerc. Il y a encore des c'est d'accord. Et alors, il y a deuxième chose, c'est que le bien-être animal, c'est une chose. Après, interdire la viande ou obliger végan, c'est un autre débat de société. Et ce que vous voulez dire, D'accord. c'est que L214 a quand même aussi cet Oui, dans objectif. Ouais, mais c'est pas leur combat principal, hein. Clairement, je crois que L214 se focus plutôt sur d'abord réduire améliorer le bien-être animal avant de complètement abolir l'abattage et l'alimentation de viande et tout, quoi. Je crois que enfin, je pense. Je sais pas, j'avoue que je suis pas allé regarder, mais il me semble que leur combat principal, c'est plutôt de ça d'abord, quoi. Genre, en gros, ils prennent. Je pense que de toute façon, il faut aller par étapes, hein. Avant d'essayer d'empêcher tout le monde de bouffer de la viande, faut peut-être commencer par empêcher les abattoirs de torturer des animaux. Ensuite, on peut aller pas à pas, quoi. Genre, vraiment, faut aller tranquillement. Ça sert à rien d'essayer de sauter des étapes. C'est l'objectif d'arrêter la pollution. Mais vous avez donc arrêté en tout cas de vous fournir là-bas. Après, oui, Merci, ça m'étonne pas que leur objectif final, ce soit ça. À mes questions ce matin, il est 8h52. D'arrêter la consommation de viande. Les prix baisseront, on l'a bien compris, vous vous y êtes engagé, on verra. Évidemment, vous pensez bien que je vous Quel prix? réinterrogerai là-dessus. 8h53 sur AMC BFM TV. Parce que c'est facile de faire baisser. C'est facile de faire baisser les prix sur des produits où tu fais énormément de marge, hein. Tu baisses, hop,
Et ensuite, tu baisses tes prix sur des produits où tu fais genre énormément de marge. Du coup, tu fais moins de marge, toi, de ton côté. Par contre, derrière, tu peux, dans tes stats, faire dire à tes stats que l'inflation a diminué. Encore une fois, ça veut pas dire que les prix baissent. Ça veut dire que les prix augmentent moins, que l'inflation diminue. Et, et puis, du coup, oui, effectivement, prends moins de marge, donc tu fais moins d'argent. Mais comme tu as fait croire à tout le monde que les prix avaient diminué de manière générale sur tous les trucs, alors que tu as diminué que quelques produits qui te rapportaient énormément, bah, tu as plus de clients, donc tu gagnes plus d'argent, donc au final, t'as pas de différence. Il n'y a pas de différence pour toi, mais par contre, tu as complètement blanchi ton nom et ta réputation. Et il n'y a pas de différence pour les clients non plus. Puisque les clients, en réalité, continuent d'acheter certains produits au même prix. C'est juste quelques produits exceptionnels qui auraient baissé. Je sais pas si c'est comme ça que ça va se passer ou que ça se passe, hein. Je dis juste que c'est possible de fonctionner comme ça.